Bonjour à tous. C'est une question cruciale et elle semble tourner en rond dans le débat public depuis bien trop d'années. Bien sûr que non, y répondent les uns, revendiquant un changement radical de société. Oui, 3 fois oui, répondent les autres, indiquant qu'il s'agit justement de la solution. Une question qui a pris une nouvelle dimension depuis pratiquement 4 ans, jour pour jour, puisqu'on s'apprête à fêter le 4e anniversaire du sommet de Paris pour le climat. 4 ans également depuis la publication de Laudato Si', l'encyclique du pape François sur la sauvegarde de la maison commune, dont l'impact a rayonné bien au-delà de la sphère catholique. Une question qui résonne de manière toujours plus criante au gré de l'actualité, de l'Amazonie en flammes l'été dernier, à la catastrophe de Lubrizol à Rouen il y a quelques semaines, en passant par les grèves scolaires pour le climat lancées par la jeune Suédoise Greta Thunberg et qui ont fait tache d'huile dans le monde entier. Peut-on concilier produits financiers et impacts sociaux environnementaux? Voilà cette question qui semble insoluble et pourtant cruciale face aux enjeux de notre monde. Une question qui en invite une autre, celle de la responsabilité entre l'économique et le politique. Quel est le rôle de chacun? Une double question donc qu'on va se poser à l'occasion des entretiens de Valprès 2019 où nous avons comme chaque année posé nos studios en partenariat avec le quotidien La Croix, dont vous êtes un des rédacteurs en chef. Jérôme Chapuis, bonjour. Bonjour Philippe. Pour creuser cette question, ce soir, 2 invités, un industriel et un économiste, Jérôme. Alors nous allons commencer par l'industriel, c'est vous Guy Sidos, bonjour. Vous êtes le PDG de Vicat, groupe international spécialisé dans les ciments, en tout cas votre cœur de métier, beaucoup d'autres activités. Vicat emploie plus de 9000 collaborateurs dans une douzaine de pays. C'est un groupe qui a une longue histoire, vous aurez l'occasion de nous en dire plus, et qui ambitionne, je vous cite, de placer l'humain au cœur des projets. Vous avez un long passé par ailleurs dans la Marine nationale où vous avez commandé notamment la Perle, qui est un sous-marin nucléaire d'attaque. Bonjour à vous, Nicolas Bouzou. Bonjour. Vous êtes économiste, collaborateur régulier d'un grand nombre de titres de presse. Dans votre riche bibliographie, j'ai relevé 3 livres qui font écho à notre thématique du jour. D'abord le dernier, Sagesse et folie du monde qui vient. Comment s'y préparer, comment y préparer nos enfants. C'est coécrit avec Luc Ferry, c'est paru chez IXO. L'innovation sauvera le monde, philosophie pour une planète pacifique, durable et prospère. C'est paru chez Plomb il y a 3 ans. Et puis il y a presque 10 ans déjà, chez Erol, le capitalisme idéal. On va sûrement tourner autour de ce sujet ce soir. Alors, on ne va pas tourner autour du pot. Peut-on concilier profits financiers et impacts socio-environnementaux? Je vous pose la question très directement. Guy Sidos, vous êtes PDG de Vicat, Jérôme l'a dit, un groupe d'industrie lourde, de ciment, de béton, dont le grand public peut se dire quand même c'est une industrie plutôt polluante. Alors, est-ce que c'est conciliable, le financier et l'environnemental? Je pourrais répondre en un mot, oui. Ça me semble conciliable. Comment? Ça me semble conciliable, compatible et complémentaire. Et s'il fallait résumer notre action, qui n'est pas uniquement une action de management, mais également une action partagée par nos collaboratrices et collaborateurs, je me référerais à une règle qui décrivait dans les années 90 l'économie circulaire, qui est la règle des 3 P. Les personnes, en anglais people, la planète, ça tombe bien, c'est planète, et le profit, et c'est la même chose. Les personnes d'abord, un personnel engagé, un personnel motivé, qui accepte le contrat social qui est dans l'entreprise d'employer quelqu'un en échange d'un travail engagé, en respectant bien évidemment un certain nombre de valeurs et dans l'entreprise Vicat, qui est une entreprise familiale depuis 7 générations, 2 siècles. L'égalité salariale homme-femme est quelque chose qui n'est pas un souci, qui n'est pas une question. L'inclusion, la formation sont des choses importantes et nécessaires à l'équilibre de notre personnel. Le deuxième point, c'est la planète. La planète, donc toutes les questions environnementales, les questions climatiques, un objectif simple illustre notre position. Nous sommes en passe d'éliminer complètement l'usage de combustibles fossiles. Comment vous faites? Alors, nous remplaçons le charbon, le coke de pétrole, par la partie énergétique des déchets des métropoles que nous alimentons en ciment. Et c'est rentable.
Parce qu'au lieu de devoir payer pour acheter du charbon qui vient d'Afrique du Sud, de Colombie ou de je ne sais où, nous sommes payés pour valoriser ces parties énergétiques des déchets, et il n'y a aucun déchet ultime. Hein. Tout est bon comme dans le cochon. Concrètement, comment ça marche? Alors, tout simplement, l'industrie cimentière est héritière de la chimie chaude du XIXe siècle, développée alors que l'énergie était abondante et facile à trouver. Ça a décuplé l'impact de la force humaine, et nous avons besoin de combustible, nous avons besoin d'énergie électrique. Et ceci représente entre 1/3 et 2/3 de notre prix de revient. Eh bien, nous avons, il y a 25 ans, c'est-à-dire bien avant que l'économie circulaire et les questions climatiques soient d'actualité, nous avons lancé une politique de remplacement du charbon par la partie énergétique des déchets que vous produisez dans la vie courante, ou lorsque vous apportez une déchetterie, un vieux canapé, eh bien, il est complètement désossé, le métal est récupéré, tout le reste constitue un combustible compatible chimiquement et physiquement avec notre process que nous avons adapté pour l'utiliser comme carburant, comme fuel, et le produit final reste exactement le même que si on utilisait un autre combustible. Ça, c'est une partie. Et nous valorisons également des déchets de la construction, donc par la déconstruction. Lorsque vous avez un bâtiment qui, après un bon siècle de service, va être détruit, eh bien le béton de déconstruction redevient une matière première, et nous avons dans certains cas substitué jusqu'à 20% de la matière première constituée de calcaire et d'argile qui permet de fabriquer du ciment. Eh bien, jusqu'à 20% de ces matériaux venaient d'une nouvelle source de matière première, d'une nouvelle mine, qui est la mine urbaine de la déconstruction. Et ceci ceci est un exemple réussi et rentable d'économie circulaire. Nicolas Bouzou, je suis curieux d'entendre le point de vue d'un économiste qui se dit lui-même libéral sur ce qu'on vient d'entendre, et puis sur cette question, sur la possibilité de concilier la logique de profit avec la logique de l'environnement. Alors, en théorie, la logique du profit, elle est parfaitement consubstantielle, elle va de pair avec la défense de l'environnement. C'est ce qu'a très bien montré Max Weber notamment, parce que le capitalisme, c'est l'utilisation rationnelle et même économe des ressources. Une entreprise, elle a intérêt à optimiser ses coûts au maximum, et donc si elle utilise des matières premières, elle a intérêt à utiliser le moins de matières premières possible. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe dans beaucoup de domaines. Quand vous regardez globalement l'efficacité énergétique de la croissance économique depuis les années 70, elle s'est considérablement améliorée. Ça veut dire très concrètement que, si vous regardez l'utilisation des ressources fossiles dans le PIB, notamment le pétrole, mais pas que, ça a considérablement décru. Donc, de ce point de vue-là, on est plutôt sur la bonne voie, et le capitalisme fait le job, pour le dire vulgairement. Le capitalisme fait le job. Alors, attendez, ça, c'est pour toutes les matières premières qui ont un coût. Prix du pétrole, alors il a un peu baissé, il n'est pas à son sommet historique, mais enfin, il est plus élevé que quand moi j'ai commencé. Mais moi, je ne suis pas l'âge de Mathusalem, mais quand j'ai commencé ce métier, j'ai connu un prix du pétrole à 8, 9, 10 $. Vous voyez, donc ça nous semble évidemment très loin. Alors, en fait, le problème se pose pas tant d'ailleurs pour les questions de ressources fossiles que pour les questions de carbonisation de l'économie. C'est-à-dire que le principal problème environnemental aujourd'hui, il y en a d'autres, mais le principal problème environnemental, c'est le dérèglement climatique qui est lié tout simplement aux émissions de carbone, enfin, en tout cas pour l'essentiel aux émissions de carbone. Le problème, c'est que le capitalisme laissé à lui-même n'est pas opérant pour limiter les émissions de carbone, tout simplement parce que émettre du carbone, c'est gratuit. Donc il n'y a aucune incitation à limiter les émissions de CO2. C'est la raison pour laquelle la politique économique a un très grand rôle à jouer. Alors les économistes, en règle générale, défendent l'instauration d'un marché du carbone au niveau mondial. Alors, marché du carbone au niveau mondial, c'est ce qui est le plus efficace, parce que là, pour le coup, vous donnez un prix au carbone, et donc toutes les entreprises vont limiter leurs émissions. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à le faire. C'est efficace en théorie. C'est efficace en théorie. Ce serait efficace si c'était mis en pratique, mais le problème, c'est qu'il faudrait que 150 pays se mettent d'accord, et donc c'est pas possible aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle on essaie de faire d'autres choses, on essaie de faire de la fiscalité environnementale. C'est bien, moi je suis favorable
favorable. Alors, c'est un peu difficile depuis un an de parler de fiscalité environnementale, mais ça reste quand même une idée qui est importante. Et puis, on peut faire aussi de la réglementation. Enfin, on essaie de bricoler. Donc, pour répondre à votre question de façon complète, il faut quand même un cadre législatif, réglementaire, fiscal, pour qu'on puisse concilier performance économique et protection de l'environnement. Alors, on va parler de ce cadre. Ça marche plus. Alors, on va parler de ce cadre dans quelques instants. J'aimerais quand même, parce qu'en vous écoutant, là on est effectivement, comme le disait Jérôme, aussi en théorie, j'entends votre propos. Dans l'actualité très récente de ces dernières semaines, c'est passé à Rouen, dans le banlieue de Rouen, l'incendie de Lubrizol. Voilà, on a des gens là qui souffrent dans leur chair d'un truc où là l'impact environnemental, il est quand même devant eux, ils sont très inquiets. Et on a l'impression qu'effectivement, là, c'est quand même pas très vertueux ce qui se passe. Et on est loin de ce cycle vertueux dont vous parlez. Comment vous analysez-vous cette situation ? Et surtout ce côté où on a l'impression que plus personne n'est responsable, parce que c'est un grand groupe international, etc. Comment vous observez ce qui s'est passé à Rouen ? Je pense que là, on est face à un accident gravissime, très clairement, mais on est face à un accident. C'est-à-dire que ce n'est pas le système en lui-même, ce n'est pas le capitalisme qui est responsable de ce qui s'est passé à Rouen. Si c'était le cas, des accidents de ce type, il y en aurait beaucoup plus souvent. Or, heureusement, il reste rarissime, c'est la raison pour laquelle on en parle. Et donc, il va y avoir une enquête judiciaire, il y a des responsabilités qui vont être établies, il y aura des condamnations, et on va peut-être se rendre compte qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné dans le domaine de la réglementation. J'ai cru comprendre, alors je ne suis pas spécialiste de ce sujet, pardonnez-moi, mais j'ai cru comprendre, on m'a expliqué qu'il y avait des réglementations qui récemment avaient été allégées, etc. Donc il va falloir regarder tout ça, mais on ne peut pas... Allez, je vais être très provocateur, mais je vais choquer beaucoup de nos auditeurs, mais le fait qu'on parle autant d'un accident comme celui-ci, et il est parfaitement légitime d'en parler autant, mais ça montre que le système fonctionne plutôt bien d'une certaine façon, parce qu'au XIXe siècle, des accidents comme ça, il y en avait tout le temps, si vous voulez. Donc voilà, il faut régler ce qui a dysfonctionné, mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Guy Sidos, ce qui s'est passé à Rouen. Alors d'abord, l'accident, qu'il soit humain ou industriel, est quelque chose qui hante le chef d'entreprise. L'évaluation des risques, les conséquences d'un accident sont des points majeurs dans la gestion d'une entreprise. Le risque est souvent la probabilité qu'un accident arrive, multipliée par ses conséquences. J'ai un passé de marin, on a l'habitude de naviguer sur l'avant, de ne pas regarder uniquement derrière, d'anticiper. Et c'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, dans mon entreprise, j'ai décidé de rester sous les seuils Seveso, c'est-à-dire de ne pas stocker de matériaux combustibles dont la combustion à l'air libre peut être une source de pollution comme à Rouen, dans des quantités trop importantes, afin de limiter les conséquences d'un accident, d'un incendie peu probable, mais dont les conséquences seraient très importantes. Ça ne veut pas dire que nous n'aurons jamais d'accident, jamais de pollution, mais nous cherchons à anticiper dans ce que nous connaissons, et la science n'est pas universelle, pour éviter les conséquences sur les populations de tout ça. Ensuite, nos installations industrielles ne sont pas en centre-ville. Je voudrais vous soumettre la réflexion d'un autre patron, un tout petit peu de publicité, puisque vous n'avez pas eu la chance d'avoir entre les mains ce numéro de la Croix Hebdo qui devait arriver ce matin, mais qui, en raison de la neige, n'a pas pu arriver jusqu'ici aux entretiens de Valpré. Vous y trouverez un entretien avec Pascal Demurger, qui est le patron de la Maïf, et qui, lui, fait un diagnostic beaucoup plus catastrophiste que celui que vous faites, Nicolas Bouzou. Il dit « Nous sommes dans une ère d'inconséquence » sous l'effet d'un capitalisme qui s'est dévoyé dans la financiarisation. Est-ce que vous partagez ce diagnostic ? Non, je pense que la financiarisation pose tout un tas de problèmes, qu'elle pousse au court-termisme, que les entreprises qui doivent rendre des comptes trimestriellement à leurs actionnaires
je pense que c'est absurde parce que ça fait faire de grosses bêtises. Donc, mais là, on est au cœur de l'antinomie avec la problématique environnementale, le court-termisme. Oui, non, mais il y a une partie de ce qui est dit qui est vrai. Mais si on regarde l'état du monde tel qu'il est, on vit dans un monde qui va beaucoup mieux que ce que les gens perçoivent. Regardez tous les indicateurs sur la pauvreté, sur la sécurité, sur les guerres, sur l'accès aux ressources, sur la malnutrition, sur la sécurité alimentaire, sur l'espérance de vie globale, en bonne santé, sur la mortalité. Enfin, tous les indicateurs... Peut-être pas celui des inégalités. Non. Alors, au niveau mondial, si les inégalités au niveau mondial n'ont jamais été aussi faibles qu'aujourd'hui, les inégalités qui augmentent, ce sont les inégalités à l'intérieur des pays, et en particulier des pays anglo-saxons. En France, on voit que les inégalités sont à peu près stables. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est que, bien évidemment, il y a des problèmes. Il y a tout un tas de problèmes. Il y a des problèmes de réchauffement climatique, il y a des problèmes d'islamisme radical, il y a des problèmes de... Voilà, il y a tout un tas de choses. Mais on ne peut pas dire... Enfin, c'est trop facile de dire qu'on est dans un monde qui prend l'autre partout. Parce que je comprends bien l'intérêt médiatique, éventuellement, de dire ça. C'est que, évidemment... la peur, c'est comme le sucre dans l'agroalimentaire, quoi. Si vous donnez du sucre, ça flatte le palais. Si vous donnez de la peur, ça flatte les sentiments, ça flatte l'émotion. D'ailleurs, vous regardez la liste des best-sellers. Moi, je fais ça toutes les semaines. 90% des best-sellers, c'est des livres sur l'effondrement. Et je vais publier... puisque je dirige un truc qui s'appelle les rencontres de l'avenir à Saint-Raphaël, je vais publier dans la semaine qui vient un sondage sur la perception que les Français ont de l'avenir. Les résultats sont catastrophiques, ils sont effrayants. La France vit une dépression nerveuse collective incroyablement grave. Incroyablement grave. Vous demandez aux gens ce que le terme avenir évoque pour eux. En 1, effondrement, en 2, crise, en 3, guerre, en 4, terrorisme, en 5, famine. Voilà. Donc, il faut quand même remettre de la rationalité. Donc, il y a des problèmes, mais ces problèmes, on a la capacité de les régler, y compris des problèmes très graves, par exemple, de réchauffement climatique. Guy Sidos. Oui, il est toujours très facile d'accuser les systèmes, parce que ça déresponsabilise. Toute chose, malheur est bon, je crois que derrière tous ces accidents, il y a de l'humain. Et l'humain fait une bêtise. S'il accepte l'idée qu'il a fait une bêtise, il va intégrer les tenants et aboutissants, en tirer des leçons et la corriger, et ne pas la faire deux fois. Donc je suis toujours très mal à l'aise lorsqu'on accuse les systèmes, le capitalisme, tout ce qu'on veut, on les accuse, comme ça on est déresponsabilisé et on sort de son rôle. On a parlé pas mal d'environnement, de climat. Vous avez ouvert sur les 3 P, Guy Sidos, et notamment le P de personne. Comment, effectivement, vous travaillez avec vos collaborateurs dans ce cercle vertueux de financier, développement de l'humain? Oui, alors, je vais vous lire le SMS qui arrive. Bonjour, est-ce que M. Sidos pourrait approfondir la matière concrète dont il développe la partie personne de ces 3 P au sein de VICA? Merci. On pourrait y passer des heures. J'ai donné... La première chose, c'est que d'abord, dans ce contrat social entre l'employé et l'entreprise, il y a une rémunération. Eh bien, 95% de nos employés en France ont des CDI. Personne n'est au SMIC. Personne n'est au SMIC. Nous formons. Nous créons les conditions d'un bonheur dans l'entreprise, si j'ose dire, et qui se traduit, et ça c'est un grand bonheur, alors cette fois-ci pour moi, de voir des initiatives que je qualifierais d'initiatives citoyennes d'entreprises qui peuvent être très techniques, qui touchent par exemple des domaines comme la biodiversité. On a eu un programme de biodiversité urbaine sur les abeilles sauvages. Les abeilles sauvages aiment le béton. Alors comme on aime les abeilles, je vous laisse conclure. Et ça me plaît, et ça marche, et c'est juste. On a développé le plus gros véhicule électrique sur roues tournant dans le monde, tourne dans une carrière VICA, en Suisse en l'occurrence, et c'est à l'initiative de nos carriers, nos employés. C'est eux qui ont eu l'idée. C'est eux qui ont eu l'idée, qui ont travaillé contre l'avis du fournisseur d'équipements roulants pour développer ça, et ce n'est pas du tout un conseil d'administration qui a dit « nous allons faire ça », pas du tout.
S'il est venu 2, lorsque l'idée est venue, on a dit banco, on suit. Voilà. Et donc c'est le genre d'initiative qui appuie l'importance du deuxième P, qui est la personne, et qui renvoie, quand elle est motivée et engagée, elle renvoie 1000 fois la confiance qu'on lui fait. Un mot, parce que depuis tout à l'heure, on parle des contradictions qu'il y a entre le système dans lequel on vit et puis nos aspirations à vivre dans une planète qui soit moins polluée, et ce de manière durable. Je voudrais juste un mot quand même, puisque ce week-end, il s'agit de l'anniversaire du mouvement des Gilets jaunes. C'est un mouvement qui nous a placés devant nos propres contradictions. Nicolas Bouzou, vous y avez fait tout à l'heure allusion au travers des difficultés à imposer une fiscalité écologique. Est-ce que ce mouvement ne nous a pas placé a pas mis en lumière toutes nos contradictions sur cette question de la conciliation entre l'impératif financier et le développement durable? Bien sûr, mais il faut le prendre en compte comme une donnée. C'est normal qu'il y ait des contradictions dans une démocratie. L'opinion publique, elle envoie plein d'injonctions contradictoires tout le temps. Elle veut de la liberté et de la sécurité, c'est contradictoire. Elle veut des baisses d'impôts et plus de dépenses publiques, c'est contradictoire. Donc, on est en permanence là-dedans. La question des gilets, on a un peu de recul sur les gilets jaunes, et puis surtout, on voit que d'autres mouvements du type gilets jaunes se sont déclenchés depuis un an, en particulier le mouvement chilien, qui à mon avis est celui qui vraiment ressemble le plus. Ouais, ça ressemble vraiment beaucoup à ce qui s'est passé il y a un an chez nous. La révolte, entre guillemets, est née aussi d'une question de coût de transport. Chez nous, c'était les hausses de carburant, la hausse du ticket de métro, parce que Santiago du Chili est une métropole qui est très étendue. Au fond, derrière ça, il y a une problématique, à mon avis, fondamentale, qui est celle de l'articulation entre les moyens de transport et le logement. C'est le couple mobilité-transport qui, aujourd'hui, pêche dans beaucoup de pays parce qu'on est dans une période, une troisième révolution industrielle qui génère une métropolisation très rapide. Et donc, il faut absolument qu'on propose soit des moyens de transport aux gens à des prix modiques, soit qu'on puisse les loger là où sont les emplois. Donc, vous voyez, ce type de politique, on peut parfaitement mener. On peut parfaitement infléchir un peu nos politiques d'urbanisme pour essayer de densifier intelligemment. On peut faire des transports publics, etc. Ce n'est pas forcément contraire à l'environnement. Donc, on peut résoudre ce type de paradoxes dont vous parlez, à fort juste titre. Voilà, je pense qu'on peut les résoudre, on peut en sortir par le haut. Guy Sidos. Oui, la mobilité est un facteur essentiel d'inclusion des populations qui ne le sont pas. Un catalyseur du mouvement des Gilets jaunes a été la taxe carbone. Et ceci doit nous alerter sur le fait que lorsqu'on a faim, lorsqu'on a froid, l'environnement devient secondaire. Et nous n'avons peut-être pas cette conscience dans nos environnements très relativement protégés, mais il ne faut pas. Il y a une asymétrie entre la perception des élites sur le risque climatique et la perception du peuple qui a froid et qui a faim. Cette asymétrie entraîne parfois et nous le vivons à l'international lorsque vous êtes dans certaines zones d'Afrique de l'Ouest ou d'Inde, il y a une différence totale au risque climatique. Totale. Certains le voient même comme un intérêt économique, parce que ces abrutis du monde occidental vont détruire leur industrie. On va pouvoir s'engouffrer dans la brèche pour les remplacer. Donc il y a un très grand danger dans cette asymétrie entre une perception d'un accord intellectuel global sur la réalité du problème climatique et la parade qui est apportée par les uns les autres. Au corps de notre sujet, c'est aussi une question de perception. Je pense que si on parle aux peuples qui habitent l'Amazonie ou aux pêcheurs de la côte africaine qui se font piller leurs océans, je pense qu'aussi la perception est peut-être différente. Au cœur du sujet, il y a dans cette idée face à la question est-ce conciliable le profit et les impacts sociaux et environnementaux, il y a bien sûr la question de la croissance. Nicolas Bouzou, vous êtes très fortement opposé à ceux qui prônent la décroissance. Pourquoi ? Qui ne la pratiquent jamais d'ailleurs. Parce que moi, les gens avec qui je fais des conférences qui prônent la décroissance, ils viennent dans le même avion que moi, ils ne viennent pas à vélo. Donc ça dit quelque chose d'intéressant d'ailleurs. Ça dit que c'est très difficile à pratiquer concrètement. Pourquoi ? Parce que l'humain n'est pas fait pour la décroissance.
il y a chez l'être humain une volonté d'aller de l'avant, de faire les choses autrement, d'aller toujours vers le mieux. Et toute l'histoire de l'humanité, c'est ça. Vous visitez n'importe quel petit musée sur la préhistoire, vous voyez des outils, vous voyez des vêtements. Donc l'humain est un homo faber, si vous voulez. Donc il y a toujours cette volonté, pas forcément de faire plus, c'est pas forcément de faire plus, mais en tout cas de faire mieux. Donc l'idée de décroissance ne correspond pas à ce qu'on sait de, j'aime pas le terme nature humaine, parce que je ne crois pas qu'il y ait de nature humaine, mais de la volonté des humains. À ceci près que nous sommes dans un monde limité et aux ressources limitées, c'est ça ? Non, je ne crois pas qu'on soit dans un monde limité. D'une part, on développe considérablement l'économie circulaire, et ça permet... Alors l'économie circulaire, c'est de la croissance. L'économie circulaire, qu'est-ce que c'est ? C'est faire de l'éco-conception, c'est de la recherche et développement, faire des produits qui sont durables, qui sont démontables. Ça veut dire que derrière, vous avez un business de la réparation. Tiens, c'est de la croissance. Moi, quand j'ai près de chez moi un magasin qui répare les smartphones, avec, on ne va pas se mentir, hein, 2 petits gars qui viennent de banlieue, qui connaissent les smartphones, à mon avis, pour des raisons qui ne sont pas très nettes. Leur connaissance des smartphones, tu sais, je vois à peu près où ils... Ça y est, ils sont dans le circuit légal. Et le magasin, il ne désemplit jamais. Il y a une queue dehors. C'est super parce que les smartphones, on les fait réparer. Au lieu de les garder bêtement 1 an comme on faisait auparavant, on les garde 3 ans. Une fois que vraiment ça ne fonctionne plus, on peut en effet faire du recyclage. Ce qu'on peut pas recycler, on peut le valoriser. Tout ça, c'est de la croissance économique. C'est formidable. Après, vous venez de parler des gilets jaunes. La décroissance. Donc la décroissance, c'est de la croissance négative. On est bien d'accord. Bien dire ça, le terme décroissance. Décroissance de 1 à 2% par an. Ça veut dire, en 10 ans, on a perdu 15-20% de pouvoir d'achat. Ça veut dire que les personnes les plus fragiles, elles ont perdu en 10 ans 30, 35, 40% de pouvoir d'achat. Ben, vous irez leur proposer. Vous irez l'expliquer aux Gilets jaunes. Moi, j'irai pas, hein, j'ai donné. Guissidos. Oui, les grandes théories sont parfois fragiles à l'épreuve des chiffres simples. Facteur 1 de notre métier, des matériaux de construction, c'est la démographie. On attend d'ici 2050 2,5 milliards d'habitants en plus sur la planète. On peut se tromper à 100, 200 millions près, c'est pas gênant. On sera 10 milliards en 2050. Ceci sera accompagné d'un mouvement de densification urbaine qui sera en plus littoral. C'est-à-dire sur un littoral qui va être en plus agressé par les effets du réchauffement climatique ou du changement climatique. Et on attend en 2050 l'équivalent de 100% de la population actuelle sur une frange littorale. Eh bien, comment parler de décroissance globale lorsqu'on a 25% de population en plus demain matin? Nicolas Bouzou. Et c'est formidable. J'entends ce discours qui consiste à dire il va y avoir un boom de la démographie, vous avez tout à fait raison, on va être 10 milliards, 10 milliards et demi, 11 milliards, on n'en sait rien, en tout cas ça va se stabiliser. Et donc, il faut que nous, on arrête de faire des enfants. Mais pas du tout. Arrêter de faire des enfants, c'est la décroissance. Il faut faire des enfants, au contraire, plein d'enfants qui seront conscients des problèmes environnementaux, qui seront formés, qui vont réfléchir à comment on fait fonctionner des énergies, comment on fait des gains de productivité dans les énergies renouvelables, comment on fait des batteries qui puissent stocker longtemps l'énergie. Est-ce qu'il faut faire du nucléaire de la 4e génération? J'en sais rien. Est-ce que la fusion nucléaire va remplacer la fission nucléaire? Je veux dire, il vaut mieux 11 milliards de personnes qui sont conscientes des problèmes environnementaux que 7 milliards de sagouins. J'évoquais Laudato Si. Et il se trouve que le pape François a utilisé le terme « la regarder décroissance ». Je pense que c'était la première fois qu'il le faisait. Et il parle beaucoup de sobriété. Voilà. Comment mettez-vous en miroir la sobriété et la croissance? Guissidos. Alors, en matière industrielle, la sobriété est clé de la rentabilité. Nous avons, pour vous donner qu'un seul exemple, entre 1950 et maintenant, les consommations énergétiques de nos broyeurs, le cimentier a un métier de shadok, il a des blocs qui broient, qui retransforment en blocs qui rebroient, eh bien, c'était divisé par 3. Eh bien, ce sont des coûts en moins. La sobriété n'est pas exclusive de la croissance. Nicolas Bouzou, la sobriété? Mais je suis entièrement d'accord. C'est pareil dans le domaine des biens de consommation. Quand on lutte contre l'obsolescence programmée, on a à mon avis pas complètement raison de lutter contre ça, et on a même eu raison d'inscrire ça dans la loi.
en fait, on permet aux gens de faire des économies, parce qu'il vaut mieux un lave-linge qui coûte d'ailleurs peut-être un peu plus cher à l'achat, mais qui va durer plus longtemps et qui va économiser moins d'eau, qui va économiser plus d'eau, qui va consommer moins d'électricité. Donc c'est très important. Après, je vais vous dire, il faut aussi un peu de rigueur intellectuelle. C'est-à-dire que, prenons l'exemple, on a eu un débat en France il y a quelques mois sur l'avion, et des députés qui ont fait une proposition de loi pour fermer des lignes régionales, etc. L'avion, si on peut le prendre un peu moins, c'est mieux. Voilà, si on peut prendre un peu plus le train et un peu moins l'avion, c'est mieux. Les émissions de carbone liées au transport aérien, c'est 3% au niveau mondial. C'est entre 2 et 4% selon les pays. Le numérique, c'est 10%. D'accord ? Le sujet numéro 1, d'ailleurs, au passage, les députés qui interdisent de prendre l'avion, il ne faut pas qu'ils le disent en faisant des vidéos sur YouTube parce que ça pollue plus. Le sujet numéro 1, c'est numéro 1 devant tous les autres, si on s'intéresse sérieusement à l'écologie. Si on est un vrai écolo comme moi, pas si on est un vrai écolo, si on veut être sérieux, c'est comment on produit au niveau mondial de l'électricité décarbonée. Voilà. Ça, c'est un vrai sujet. Et d'ailleurs, au passage, je ne veux pas être méchant, hein, mais ce n'est pas en demandant leur avis à 150 citoyens tirés au sort qu'on va tirer des conclusions majeures là-dessus. Je pense qu'il vaut mieux écouter les 150 plus gros spécialistes mondiaux de ce sujet plutôt que mon voisin qui n'a pas d'idée génialissime là-dessus. Peut-on concilier profit financier et impacts socio-environnementaux? Voilà la question qu'on se pose aujourd'hui à l'occasion de la 18e édition des Entretiens de Valprès, où nous avons posé nos studios en partenariat avec le quotidien La Croix. Une question cruciale qui en invite une autre, Jérôme. Absolument, puisque cette question, c'est celle de la responsabilité. Qui fait quoi? Quel doit être notamment le rôle de l'État d'un côté, le rôle des entreprises de l'autre? En d'autres termes, à quelle échelle doit-on agir? Nicolas Bouzou, d'abord, qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs publics? Qu'ils jouent un rôle d'organisateur, un rôle d'incitateur, un rôle d'aiguillon? Oui, exactement. Tout ce que vous avez dit, déjà, je pense que la responsabilité première, en effet, c'est celle des pouvoirs publics. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir une politique environnementale. Alors, évidemment, moi, je suis libéral, donc je pense que chacun a un rôle à jouer, chaque individu a un rôle à jouer, mais il y a quand même une urgence. Et donc, comme cette urgence existe, il faut qu'on réfléchisse à ce qui est le plus efficace. Ça reste malgré tout les politiques publiques qui sont les plus efficaces. Et donc les politiques publiques, j'en ai cité certaines, il faut un marché du carbone, il y en a en Europe, il ne fonctionne pas très bien, il faut le faire mieux fonctionner. Il faut réussir à remettre d'une façon ou d'une autre un peu de fiscalité écologique. Il faut donc faire ce que l'on fait. Oui, bien sûr, ou de l'incitation. Enfin, la fiscalité, c'est de l'incitation. Mais il faut faire, bien sûr, un peu de contrainte aussi. Je ne suis pas du tout opposé. Enfin, je ne suis pas... On peut être libéral et intelligent, j'espère. Il faut organiser des filières d'économie circulaire. C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment, ce qu'on est en train d'inscrire dans la loi. C'est très important. Ça passe parfois par des choses extrêmement concrètes, mais qui sont tout à fait passionnantes. Comment est-ce qu'on optimise le tri, par exemple? Il y a ce débat dans tous les pays du monde. Voilà. Est-ce qu'il faut 2 poubelles ou 3 poubelles? Quel type d'indication il faut sur les poubelles? Est-ce qu'il faut, comme en Californie, des gens qui vont aller ouvrir carrément les poubelles et coller des amendes aux gens qui n'ont pas bien recyclé? Vous voyez, donc tout ça, il faut le faire, bien évidemment. C'est tout à fait passionnant. Il faut regarder ce qui se fait à l'étranger. Mais en tout cas, oui, bien sûr, la première responsabilité, c'est la responsabilité politique, qui est la nôtre d'ailleurs, hein, parce que le politique n'est pas quelque chose qui est complètement exogène, hein, c'est nous qui choisissons nos gouvernants. Guy Sidos, vous êtes PDG d'une entreprise. Vous, qu'est-ce que vous attendez de l'État sur cette question? Alors, on peut poser la question également, finalement, quel est le rapport entre la politique et l'entreprise? Et je vois 2 aspects. La première, la politique d'action et de débat, pour moi, n'a pas sa place dans l'entreprise. De la même façon qu'elle n'a pas sa place, j'étais marin, et elle restait, les opinions politiques et les choix religieux restaient à la coupée. Ça permet de vivre ensemble. Voilà, donc dès que la politique rentre, la politique politicienne, si j'ose dire, rentre dans l'entreprise, c'est mal parti. Ensuite, qu'est-ce qu'on attend de l'État? L'État fixe un cadre, fixe des lois qui sont considérables. Il n'y a pas un code qui existe qui ne concerne pas l'entreprise. C'est très complexe. Fixe un cadre réglementaire. Ce que j'en attends, sont 2 choses. Un, qu'on nous laisse travailler.
hein, et l'empilement, tel la laque chinoise, des différentes règles qui naissent toutes d'une réelle, qui sont toutes bonnes prises individuellement. Hein, on a une loi sur l'anticorruption quel chef d'entreprise va être heureux de corrompre. Maintenant, on crée une nouvelle faute qui est de ne pas avoir mis en place une organisation à laquelle personne ne comprend pour prévenir la corruption. Donc on attend cela. On attend également de la cohérence entre l'intention politique et le règlement. C'est-à-dire ? Je peux donner un exemple. Aujourd'hui, et ça a un rapport avec l'environnement, la réglementation française n'interdit pas ce qu'on appelle la fuite carbone. La fuite carbone, typiquement, alors j'ai illustré cela par ce qui concerne le ciment. Le ciment est émetteur, la fabrication de ciment est émetteur de carbone. Si on considère le cycle de vie, le ciment et ses usages font partie des matériaux les plus bénéfiques. Hein, je dis le ciment et ses usages, c'est-à-dire l'analyse du cycle de vie, démontre cela. Eh bien, vous avez des margoulins qui profitent d'une faille dans la réglementation française. Ils disent, je vais importer de l'étranger, généralement, alors pour l'instant c'est la Turquie, ce sera le Maroc, l'Algérie bientôt. J'ai importé la partie qui émet du CO2, qui est le clinker, j'ai le broyé en France et je vends un ciment zéro CO2. Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle une fuite carbone. Eh bien, la réglementation française, aujourd'hui, ne la punit pas. Ça devrait changer, j'ai évité de le penser, mais c'est quelque chose que j'attends des pouvoirs publics. De la même façon, la commande publique n'est pas toujours fléchée vers les entreprises locales, et moi je milite pour qu'on crée une sorte de Small Business Act, je dirais à l'américaine, parce que ça existe depuis les années 50 aux États-Unis, pour avoir une sorte de markup pour ce qui est local, et que la commande publique puisse s'adresser à cela. Dans ce sens, le développement des politiques d'économie circulaire peuvent aider, parce qu'elles sont forcément locales. Nicolas Bouzou, vous vouliez réagir sur la question de la commande publique. Oui, je trouve que c'est un super outil. Alors c'est drôle parce qu'en France, on a un ADN assez interventionniste et on imagine souvent des choses assez compliquées, des choses assez simples. On a vu, on les utilise pas assez. Moi, je travaillais il y a quelques années sur l'économie circulaire appliquée au papier, parce que le papier, ça se recycle bien, c'est bien mieux de faire du papier à partir de pâte à papier faite elle-même avec du papier qu'avec du caoutchouc qui est importé du Brésil. Bon, donc c'est vraiment très, très vertueux. Le problème, c'est qu'une usine de papier, c'est très capitalistique. Ce sont des investissements, mais qui se chiffrent en centaines de millions d'euros, voire plus. Donc, ce sont des investissements extrêmement lourds. Et donc, il faut un débouché. Et alors, quand j'ai regardé ça, je me suis rendu compte que l'un des principaux acheteurs de papier via les cahiers, via les livres, c'était l'Éducation nationale, et qu'il n'y avait rien. Alors, c'était il y a quelques années, ça a un peu évolué, mais qu'il n'y avait absolument rien sur ce sujet. Il suffirait de dire, l'Éducation nationale, tu vas acheter maintenant au moins, 50% du papier que tu achètes, ce sera sur du papier recyclé. Donc, c'est simple, c'est vertueux, il n'y a pas de difficulté. On n'a même pas besoin de passer par un Small Business Act auquel je suis aussi favorable, mais c'est un peu compliqué avec les règles européennes. Enfin, on patine un peu là-dessus. Voilà, donc c'est quelque chose qui est relativement simple et qui économiquement est très vertueux. Là, ça n'enfreint pas du tout les règles de la concurrence. Vous offrez un débouché aux entreprises et puis après, elles se débrouillent entre elles. Le sujet du papier me parle parce que nous avons au sein du groupe Vicat une papeterie de Visil, un établissement vieux de 4 siècles. On a modernisé les équipements depuis. Et heureusement qu'il y a les prix littéraires, hein, parce que la commande publique est souvent fléchée vers des fournisseurs étrangers qui ne respectent pas les mêmes règles que nous. Mais ça, je le déplore, mais rien ne l'empêche. Mais en vous écoutant depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que vous remettez en cause une certaine forme de mondialisation. Acheter local. Je suis convaincu qu'un outil, tout à fait, moi je suis très... Nous sommes une entreprise des territoires, hein, et nous cherchons à faire travailler nos voisins lorsqu'ils ont les compétences, lorsqu'ils sont compétitifs. On essaie de les rendre compétitifs et de les accompagner dans notre développement. Donc cet aspect local de nos implantations est tout à fait essentiel. Je pense que l'économie circulaire, encore une fois, est une force de rappel naturelle, sans qu'il soit nécessaire de réglementer davantage vis-à-vis de la mondialisation complètement débridée. C'est la logique du circuit court, alors, Guy Sidos. C'est la logique du circuit court, tout à fait. Et il n'y a pas d'équivalent
à l'industrie cimentière vis-à-vis de l'intérêt que l'on a à intégrer notre politique industrielle dans ces circuits courts d'économie circulaire. Les circuits courts, ça crée de la valeur, Nicolas Bouzou. Je ne suis pas un fanatique de cette idée du localisme, cette idée, je comprends parfaitement l'intérêt que ça peut présenter. Et puis en plus, aujourd'hui, il y a une corde sensible, comme il y a une grande crise d'identité dans les pays occidentaux. C'est vrai que l'idée de parler de localisme, d'ancrage, de racines, etc., c'est quelque chose qui résonne très positivement chez la plupart de nos concitoyens. En même temps, je pense que la mondialisation, bien sûr qu'elle a des effets sur les inégalités, mais je pense que ce qu'elle a apporté est quand même très supérieur à son coût. Et puis, ce que nous montrent les études, c'est que si vous regardez par exemple l'empreinte carbone d'un produit, il est lié pour les 2/3 à sa conception et à sa fabrication, et pour 1/3 au transport. Donc pour le dire autrement, il est plus vertueux du point de vue écologique d'acheter des produits qui ont été faits dans de bonnes conditions, même s'ils viennent du Canada, d'Australie, je ne sais où, plutôt que des produits locaux qui n'auront pas respecté toutes les règles nécessaires pour protéger l'environnement. Encore faut-il que les législations internationales soient respectées. Oui, alors ça, vous avez tout à fait raison. La transparence. Alors, absolument, mais moi, l'un des grands... Alors, j'ai cité tout ce qui allait bien dans l'époque que nous vivons, mais l'un des grands drames de l'époque pour moi, c'est le recul du multilatéralisme. C'est-à-dire le fait que, au fond, en effet, on avait, depuis la guerre quand même, construit un début de droit international, de civilisation mondiale avec des règles, et qu'on est en train, alors peut-être pas de perdre ça, mais en tout cas, il y a très clairement un mouvement de recul avec la politique du président Trump, avec le Brexit, etc. Et donc là, oui, je pense en effet qu'il y a un danger. Guy Sidos, vous êtes PDG d'un groupe international présent dans 12 pays. La question du cadre législatif posé par l'État, on le sait, et c'est un vrai sujet, est très différent suivant les pays. Les règles ne sont pas les mêmes. Et donc, et notamment en matière environnementale, on vient de le citer. Quel regard vous posez sur ce sujet et comment vous vous positionnez en tant que patron d'entreprise face à ces règles très différentes qui permettent de faire n'importe quoi quelque part et de respecter des règles ailleurs? Alors, le positionnement est très simple. On a un principe de base, c'est de respecter les lois des pays dans lesquels nous sommes. Et les structures législatives, y compris dans les pays émergents, sont souvent très bien faites, souvent très inspirées d'ailleurs du droit français qui est essaimé dans beaucoup de pays. Après, les réglementations, qui sont parfois plus contraignantes dans certains pays émergents qu'en France, sont assez particulières, et notamment pour tout ce qui touche la responsabilité sociétale des entreprises. Je vous donne un exemple. Non, pas en Inde, nous sommes, par loi, obligés de dépenser un certain pourcentage du chiffre d'affaires dans des actions sociales que nous pouvons choisir, mais nous avons à rendre compte, et malheur à celui qui ne le fera pas. Donc il y a parfois des contraintes qui sont en fait extrêmement bénéfiques pour l'entreprise parce qu'elles contribuent à son enracinement, et celle-là on est. Mais est-ce que ça veut dire qu'un patron d'entreprise, sur la question de la responsabilité justement, a peut-être faire plus que le cadre législatif du pays, si tant est qu'il est plus bas que ce que revendiquent les valeurs de votre entreprise? Alors, une entreprise qui a 2 siècles d'existence a un ADN d'ailleurs qui est hérité de l'inventeur du ciment artificiel, Louis Vicat, qui a été un scientifique dont le ciment est né d'un constat par les Anglais après l'incendie de Londres en 1666, que construire une ville en bois était criminel. Eh bien, un certain nombre de scientifiques ont travaillé sur le sujet, et l'aboutissement était l'invention du ciment artificiel par Louis Vicat, et son ADN est le nôtre. Donc, dans une entreprise familiale, la question des valeurs ne se pose pas. La question des valeurs ne se pose pas, elle est comprise, elle est acquise par les collaboratrices et les collaborateurs. Alors c'est vrai d'une entreprise familiale, sans doute, mais il y a quelqu'un dont on ne parle pas depuis tout à l'heure, justement, c'est l'actionnaire, Nicolas Bouzou. Est-ce que vous sentez que, du point de vue de l'actionnaire, des actionnaires, les mentalités ont changé ces derniers temps, et toujours sur cette question de la possibilité de concilier
les enjeux financiers et les enjeux environnementaux? Est-ce qu'il y a une prise de conscience de ce côté-là? Oui, il y a une prise de conscience, mais non, les comportements des actionnaires n'ont pas changé. Mais c'est normal, parce que l'économie, ce n'est pas le lieu de la morale. C'est bien la raison pour laquelle il faut un cadre légal. Ah bon, Sinon, pourquoi l'économie n'est pas le lieu de la morale? Parce que c'est A-morale, c'est-à-dire que ça n'est ni bon ni mauvais. Quand vous faites une entreprise, si vous décidez de créer une entreprise pour, je ne sais pas, vous voulez faire des nano-caméras pour déceler des cancers, par exemple. Vous décidez, c'est votre passion, vous pensez que vous avez de la technologie, que vous pouvez faire ça. Mais quel est votre but? C'est de faire ça au mieux et de gagner de l'argent pour pouvoir réinvestir. C'est ça. Vous n'avez pas commencé à vous dire « j'ai fait cette entreprise parce que je veux embaucher des gens et jamais les licencier, je veux diminuer la valeur pour les actionnaires parce que… » Non. Non, c'est pas ça. Bien sûr que non. Quasiment personne ne fait ça. Et heureusement d'ailleurs. C'est bien la raison pour laquelle on a besoin de politique, on a besoin d'incitation. Et d'ailleurs, je vais vous dire, je vais choquer certains chefs d'entreprise, mais moi je regarde toujours un truc qui est très à la mode en ce moment, c'est les chartes éthiques dans les entreprises. Et alors qu'est-ce que je m'amuse? Non mais franchement, parce qu'il n'y a jamais rien d'éthique dans les chartes éthiques. Qu'est-ce que c'est l'éthique? Depuis quand l'éthique, c'est faire des choses qui sont contre notre propre intérêt, pour le bien des autres. C'est ça l'éthique. Qu'est-ce que je vois dans les chartes éthiques des entreprises? Prendre soin des clients. Ça, c'est pas de l'éthique, c'est de la scène, enfin, c'est la base. Bon. Être gentil, bien s'occuper des salariés. Oui, ça c'est la valorisation du capital humain, ça fait du profit, c'est très important. Mais il n'y a jamais rien, je ne trouve jamais, par exemple, le courage. Tiens, c'est un truc que je ne trouve jamais dans les chartes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on en manque souvent en matière de management, sans doute. Mais vous voyez, donc, non, je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. La morale, c'est très important. C'est une affaire individuelle qui se répercute politiquement parce que nous allons choisir des gouvernants en fonction notamment de nos valeurs morales. Et c'est la façon dont le monde s'organise. Et c'est très bien comme ça. L'entreprise est un lieu amoral. Oui, pas immoral, hein. Pas immoral, on a moral. bien compris. La neutralité morale de l'entreprise. On est curieux de vous entendre là-dessus, Guy Sidos. Je ne partage pas tout à fait ce point de vue. J'ai même au contraire et… Non, mais vous allez donc me donner un exemple de quelque chose que vous faites contre l'intérêt de l'entreprise, puisque la morale, c'est ça. On écoute Guy Sidos. J'y viendrai. Il n'est pas contre l'intérêt de l'entreprise d'être… Non, mais d'être un des bastions, peut-être l'un des derniers, d'une structure solide, d'une structure sociale solide. C'est pas lorsque la famille s'effondre, l'Église disparaît, ou du moins la religion est de moins en moins pratiquée, la structure sociale qui subsiste est l'entreprise. Et donc le rôle d'entreprise, on redécouvre un rôle social d'entreprise parce que souvent c'est ce qui reste. Et le nombre de collaboratrices, collaborateurs qu'on ramasse à la petite cuillère lundi matin et qu'on tient à bout de bras, dont on traite un certain nombre de problèmes qui n'avaient rien à voir avec l'objet social de l'entreprise. Donc là, c'est pas forcément l'intérêt de l'entreprise de s'en occuper, mais l'intérêt de l'entreprise est d'avoir des collaboratrices et des collaborateurs qui vivent bien leur travail et qui envoient l'ascenseur. Je vais vous poser la question de Nicolas Bouzou un petit peu différemment en faisant référence à un portrait qui est paru dans La Croix, un portrait de vous sous la plume d'Emmanuel Réju, dans lequel vous disiez « J'ai le sentiment, en étant chef d'entreprise, de continuer à servir mon pays », c'était une référence à votre passé militaire. Est-ce qu'il faut comprendre que quand on dirige un groupe comme le vôtre, on est systématiquement du côté de l'intérêt général? Est-ce qu'on ne va pas de temps en temps contre ses propres intérêts? L'intérêt général pour une entreprise familiale qui porte le nom d'un inventeur et qui vit finalement de cette invention se ramène à la création, finalement, au fait nominal qui a mené à la création de l'entreprise, qui est l'invention du ciment artificiel, pour lequel Louis Vicat a décidé de ne pas prendre de brevet par reconnaissance vis-à-vis de
société qui avait financé ces études. Donc de ce point de vue-là, d'ailleurs, c'est peut-être pour le coup une réponse à Nicolas Bouzou, le fondateur de votre entreprise, à un moment, a choisi de ne pas déposer de brevet, ce qui allait à l'encontre de ses intérêts. L'inventeur, son fils, qui était son assistant, a créé l'entreprise. Mais, alors, je vous rassure, un Écossais, quelques années après, a pris un brevet, c'est un épicier écossais, a pris un brevet sur ce qu'on appelait le ciment Portland. Alors Guy Sidos et Nicolas Bouzou, on arrive au terme de notre débat. J'aimerais, si vous en êtes d'accord, pendant quelques minutes, que vous déposiez vos costumes de PDG, d'économistes renommés, et que vous preniez tout simplement celui de citoyen lambda, de citoyens au milieu de citoyens qui sont souvent un peu, et on l'a vu avec les Gilets jaunes, découragés, voire défiants vis-à-vis des dirigeants politiques, économiques, sur les questions sociales et environnementales, vis-à-vis des experts, défiants aussi. Vous, au milieu de cette défiance, au fond, qu'est-ce qui vous permet d'espérer? Qu'est-ce qui vous fait espérer, Nicolas Bouzou? C'est que l'humanité s'en est toujours sortie, malgré les problèmes. Et moi, c'est ça mon combat. Mon combat, c'est de montrer à quelles conditions l'avenir peut être mieux que le présent et beaucoup mieux que le passé. C'est ça mon truc. Parce qu'on n'a jamais disposé d'autant de connaissances. On n'a jamais disposé d'autant de technologies. On n'a jamais disposé, quoi qu'on en dise, d'autant de liberté. Donc, on a vraiment quelque chose pour faire en sorte que l'avenir soit encore mieux que le présent. Les problèmes d'environnement, de malnutrition, de santé, d'éducation, de pauvreté, on a les moyens de les résoudre. Et donc, moi, mon truc, c'est vraiment d'essayer d'œuvrer à mon échelle, mais il y a plein d'autres façons de faire ça. L'entreprise permet de faire ça, la politique permet de faire ça, l'engagement associatif permet de faire ça. Mais moi, mon truc, c'est vraiment de réhabiliter une notion qui a été oubliée, qui fait rigoler. Alors pour moi, elle est super importante, c'est la notion de progrès. Je crois que le progrès est possible, mais on n'est pas nombreux. Guy Sidos. Alors très modestement, je dirais que si motif, c'est de contribuer à sauver le monde. Non, nous vivons une époque compliquée mais extraordinaire. Nous sommes au cœur des transitions écologiques et sociales. La question majeure à laquelle nous avons à faire, c'est le changement climatique. Nous pouvons agir pour en limiter les effets et pour en contrer les conséquences. Immense merci à vous deux d'être passés par les entretiens de Valpré. Merci à vous.